Voilà, on le voit, Washington et Téhéran qui trouvent un ennemi commun. Romain Caillet, pour commencer ce débat, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce groupe, cet État islamique en Irak et au Levant? Bonsoir. Alors, l'État islamique en Irak et au Levant, au départ, l'État islamique en Irak a été formé en octobre 2006. C'est une coalition de groupes djihadistes, de tribus irakiennes, et aussi de l'organisation Al-Qaïda en Mésopotamie, qui était la branche irakienne d'Al-Qaïda, qui s'est rassemblée autour d'une structure ancrée dans le territoire irakien. Et finalement, l'organisation Al-Qaïda a été complètement intégrée et dissoute au sein de cette organisation, ce qui fait que c'est une erreur aujourd'hui de présenter l'État islamique en Irak ou l'État islamique en Irak et au Levant comme la branche irakienne Al-Qaïda. Aujourd'hui, il n'y a plus de branche irakienne Al-Qaïda, elle a été dissoute et intégrée au sein de l'État islamique d'Irak. Par qui est financé ce groupe? Alors, il y a le Washington Post qui a analysé qui a estimé que les impôts prélevés par l'État islamique en Irak et au Levant, seulement dans la région de Mossoul, étaient d'environ 8 millions de dollars. Donc, ils sont financés volontairement par une partie de la communauté sunnite. Pas à cette époque. À l'époque, il y avait une guerre civile en Irak. On va laisser terminer, si vous voulez bien, Qatar. Ensuite, je vais vous donner la parole. Romain Caillet, à vous. Oui, donc je finis. Donc l'État islamique en Irak, il est financé par une partie de la communauté sunnite, volontairement, et aussi par de l'extorsion de fonds sur une autre partie de la communauté sunnite qui doit le financer. Mais le Washington Post, dans une étude récente, je crois que c'était il y a 15 jours, a dit que l'État islamique en Irak touchait seulement environ 8 millions de dollars pour la seule région de Mossoul, ce qui donne une idée de sa capacité de mobilisation. La région de Mossoul, qui se trouve en Irak. John Rick MacArthur, l'un de ses chefs s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi et sa tête a été mise à prix, je crois, par les États-Unis, 10 millions de dollars, c'est cela? Je vous entends mal. Encore une fois. Alors, l'un de ses chefs s'appelle apparemment Abu Bakr al-Baghdadi. Il est recherché activement par les États-Unis et sa tête aurait été mise à prix à 10 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? On ne peut pas confirmer cette information, mais on a tendance à chercher nos buts, à achever nos buts avec des drones. Alors vous pourrez peut-être vous attendre à une attaque de drone contre lui personnellement. L'armée irakienne prête pour une offensive majeure sur Falloujah. La ville, située à près de 60 km de Bagdad, est tombée aux mains d'Al-Qaïda. Des combats ont éclaté ce matin dans le secteur, notamment à Ramadi. Cette prise des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant reste l'une des plus importantes victoires remportées par les djihadistes depuis le début de l'insurrection. De son côté, Washington soutient Bagdad, mais écarte l'hypothèse d'envoyer des troupes. L'armée iranienne a par ailleurs proposé son aide à l'Irak pour combattre ses militants. De son côté, Washington soutient Bagdad, mais écarte l'hypothèse d'envoyer des troupes. L'armée iranienne a par ailleurs proposé son aide à l'Irak. De son côté, Washington soutient Bagdad. S'il veut bien s'afficher chez nous, voilà, on le voit, Washington et Téhéran qui trouvent un ennemi commun en l'État islamique en Irak et au Levant. Voilà, c'est un article de Marc Daou qui montre que Iraniens et Américains s'inquiètent de la montée en puissance fulgurante, je cite, de ce groupe djihadiste qui est également actif en Syrie. Deux soutiens de poids pour le Premier ministre chiite Nouri al-Maliki, comme vous avez dû en débattre ce soir. Et ce qui est ironique dans tout cela, c'est que l'Amérique vient aujourd'hui à la rescousse d'un gouvernement irakien qui est aussi corrompu, aussi violent que celui de Saddam Hussein. Les prisons de Bagdad débordent de prisonniers accusés sans mandat, etc., sans procès. C'est une véritable tyrannie. Seule différence, c'est que le gouvernement de Maliki est plus faible que celui de Saddam Hussein, ce qui permet aux islamistes radicaux de faire la guerre plus facilement. Alors, la meilleure chose pour nous, ça serait de parler tranquillement avec les sponsors, avec les Iraniens et avec les Saoudiens,
pour essayer d'arranger une conférence de paix. Parce que sans ça, il n'y aura pas la paix. Je suis tout à fait d'accord. Qatar Abou Diab, ensuite à vous, Romain Caillet. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Sans l'engagement de toutes les forces régionales dans un effort d'apaisement, il y aura toujours ces conflits sunnites chiites qui va quand même imploser toute la zone et peut-être qui va menacer toutes les entités et mettre en cause les frontières existantes. Donc, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les États-Unis, en prenant l'Irak et l'Afghanistan, ont fait de l'Iran une grande puissance régionale. Et ils ont quand même confié à l'Iran la tâche en Irak. Le fait qu'en 2010, en Irak, c'est Ayad Allawi, avec une liste plus ou moins laïque nationale, qui a gagné les élections, et les Américains ont laissé les Iraniens imposer Nouri al-Maliki comme chef du gouvernement en Irak. Il se comporte comme un Saddam Hussein bis. Donc il y a de la responsabilité régionale, mais comme il a dit le sénateur McCain et l'autre sénateur Graham, il y a une responsabilité spéciale des Nations Unies de laisser l'anarchie derrière elles en Irak. Romain Caillet, oui, allez-y, justement, oui, vous qui voulez réagir, allez-y, allez-y. Je pense que, selon moi, il faudrait abandonner les lectures complotistes de part et d'autre. Ce n'est pas l'Iran ni l'Arabie Saoudite qui financent l'État islamique en Irak ou au Levant ou qui l'appuient. D'abord, l'Iran, c'est l'ennemi numéro 1 de l'État islamique en Irak et au Levant. Je rappelle que l'Iran a proposé son aide au régime maliki pour reprendre la ville de Falloujah. L'État islamique en Irak et au Levant, depuis le départ des troupes américaines, concentre essentiellement ses attaques sur les chiites irakiens. Il parle de régime safavide, c'est-à-dire dans la terminologie djihadiste, ça désigne l'impérialisme iranien. Donc s'il y a bien un ennemi de l'État islamique en Irak et au Levant aujourd'hui, en premier lieu, c'est d'abord l'Iran. Mais l'Arabie Saoudite est aussi un ennemi du courant djihadiste. Je rappelle que l'ancien vice-ministre de l'Intérieur saoudien, qui est actuellement ministre de l'Intérieur, a failli être assassiné dans un attentat de la branche d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Donc, et c'est l'Arabie Saoudite d'ailleurs qui organise actuellement la coalition anti-État islamique qui s'est formée dans le nord de la Syrie. Donc ni l'Arabie Saoudite ni l'Iran ne sont derrière un complot qui favoriserait le développement de l'État islamique en Irak et au Levant. C'est un groupe qui s'est formé sur deux choses. C'est la discrimination, qui s'est développé d'abord par la discrimination subie par la communauté sunnite en Irak et par le manque de soutien de la communauté internationale aux rebelles syriens. Romain Caillet, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un arc sunnite qui partirait justement du Liban en passant par, parce qu'on parle finalement toujours de cet arc chiite, mais voilà, de cet arc aussi sunnite qui part du Liban, qui va en Irak jusqu'en Syrie aujourd'hui, avec ces groupes dont on a parlé. Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de coordination actuellement des différentes composantes sunnites, c'est-à-dire que je vois large. En revanche, ce que peu de gens savent, c'est que le nombre de combattants étrangers chiites en Syrie sont plus nombreux que les combattants étrangers sunnites. Que ce soit les combattants du Hezbollah, les combattants des milices fondamentalistes irakiennes comme l'Iwa Zulfiqar, l'Iwa Abu Abbas, aussi certains miliciens turcs alaouites. Si on fait le total, on ne s'est pas dit que, même certains, il y a un institut israélien qui a récemment publié une étude démontrant que le nombre de combattants chiites étrangers pourrait être plus important que le nombre de combattants sunnites étrangers. Donc l'arc sunnite ou le croissant djihadiste allant de Falloujah à Tripoli, c'est pas encore vraiment une réalité. En revanche, une coordination et une cohérence des milices chiites étrangères en Syrie, c'est important. Et je voudrais aussi, il faut savoir que récemment, le Hezbollah a fondé son propre service de renseignement à Damas. On en est là. Écoutez, face à un axe dirigé par l'Iran, très solide, dirigé exactement par le général Qasem Soleimani, l'homme de Pasdaran chargé de cette zone de la Sham, et face à cet axe très solide, avec il gouverne Damas. Pourquoi? Le premier cercle du régime syrien est vraiment dépendant de cet axe.